J'ai souvent peur d'un truc, et je sais pas si c'est aussi ton cas, mais est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que c'est déjà trop tard pour se mettre à jour avec l'IA afin de pouvoir avoir les compétences qui permettent d'être un développeur en 2030? C'est la question que je me suis posée et c'est le genre de mail que je reçois par exemple ici. Je suis curieux parce que je suis dev en Suisse qui code beaucoup avec l'IA, mais autour de moi c'est pas trop le cas et ça me rend fou. Je veux bien te donner un retour honnête. Bref, beaucoup de développeurs ne codent pas avec l'IA et donc je me suis demandé la question, est-ce que c'est trop tard pour apprendre avec l'IA? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est encore le cas, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle marchait? Parce que si tu codes pas en utilisant l'IA de manière intensive, tu prends du retard, c'est un fait, on va le voir dans cette vidéo. Donc reste avec moi parce que dans cette vidéo, on va voir précisément l'usage de l'IA en réalité, ce que peut faire l'IA actuellement, ce que font la majorité des devs et comment changer ça pour que toi, tu puisses te mettre à la page. Donc déjà, quand on regarde les graphiques, donc ici un graphique très récent de Stack Overflow, on peut voir que sur ce graphique où il y a 76% de développeurs qui sont développeurs de profession, ok, c'est-à-dire que la majorité des réponses sont faites par des développeurs qui travaillent actuellement. Quand on regarde l'utilisation de l'IA, il n'y a que 47% des gens qui utilisent l'IA quotidiennement. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est super faible. Mais c'est dingue. Dans l'industrie où l'IA a le plus d'impact, ok? L'IA, le code, c'est du texte. Donc j'aime bien dire ça, c'est assez fou de se dire ça. Le code, c'est simplement, entre guillemets, du texte. Et les LLM, ça génère du texte. Les LLM sont super, méga doués pour faire du code. Et ça, c'est un fait. Parce que c'est un peu aussi leur langage, etc. Et aussi, ce qui est assez drôle, c'est que les LLM ils sont créés par des développeurs et du coup, évidemment, ils ajoutent des biais qui font que les LLM sont super méga doués pour faire du code. Et donc ici, on se rend compte que sur tous ces développeurs, il n'y a que 47% des gens qui utilisent l'IA. Bon alors déjà, c'est quoi l'usage de l'IA dans l'industrie? Alors dans ce graphique où on voit uniquement les professional developers, on peut voir qu'il n'y a que, et je dis bien que, 50% des devs qui utilisent l'IA quotidiennement. Ça paraît beaucoup. Tu te dis 50, c'est un dev sur deux. Non, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 50% des devs qui utilisent l'IA de manière weekly ou monthly. C'est déjà weekly, ça veut peut-être dire 2-3 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Un gars qui l'utilise weekly, c'est un gars qui l'a pas dans son IDE, ok? Donc la majorité des devs utilisent l'IA, mais énormément l'utilisent pas encore. En regardant ce graphique, ce qui est assez fou parce que le code, c'est du texte, les LLM, c'est du texte. Les LLM sont super doués pour générer du code. Aussi, les LLM sont créés par des développeurs qui optimisent souvent les LLM pour que ça génère du code. Et c'est pour ça que c'est aussi doué pour du code. C'est pas pour rien que OpenAI nous montre du code à longueur de journée, Anthropic aussi. Si on regarde le sentiment, donc c'est-à-dire à quel point tu es favorable d'ajouter l'IA dans ton workflow, on peut voir que il n'y a pas tout le monde qui est very favorable à ça. Donc ça prend du temps. L'IA est quelque chose qui prend du temps à s'intégrer dans la sphère des devs. Et quand on parle des AI agents, donc les AI agents dans le contexte qu'il avait juste ici, c'est exactement ce qu'on utilise avec Claude Code, hein, c'est-à-dire un Claude Code, c'est ce qu'on appelle un AI agent parce que tu lui donnes une tâche et il va pouvoir effectuer de manière autonome des prises de décision, des modifications de fichiers, etc. Et là, le graphique est encore plus dingue parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que 14-15% des développeurs qui utilisent l'agent, alors que l'agent est super méga doué pour faire énormément de choses. Et un autre graphique voilà, de State of IA, si on regarde les développeurs en général, il n'y a que 28% du code qui est généré par IA, ce qui paraît pas beaucoup, ok? Pourquoi est-ce que ces nombres ne sont pas beaucoup plus élevés? Parce qu'avec les bons workflows, c'est juste super puissant et c'est dingue de se dire que la majorité des développeurs ne l'utilisent pas plus. Exemple, moi j'avais fait un email software qui s'appelle l'email et j'ai besoin de rajouter un graphique qui permet de voir le nombre d'ouvertures et de clics dans les 7 premiers jours, alors que là j'ai que les 24 premières heures. J'ai ajouté une issue, j'ai envie que tu ajoutes l'email pour faire les statistiques, le problème, la solution, j'ai écrit ça en quelques minutes. J'aurais pu être encore plus bref, mais comme ça, j'augmente les probabilités que ce soit un bon résultat. Je lance l'IA dans mon software d'agent autonome avec Conductor et Claude Code. L'étape 3, l'IA, elle fait un plan précis de comment elle va exécuter tout ça. Donc tout ça de manière autonome. Et étape 4, j'ai
un code qui est publié. J'ai mergé l'APR, c'est fini. Elle a été autonome dans son usage. En utilisant l'IA correctement, tu vas avoir des résultats de dingue. Pourtant, pourquoi les développeurs ne passent pas à ces technologies? Parce que c'est le cas. C'est ce que j'appelle les développeurs 9 to 5. Et je peux te dire que j'en ai rencontré beaucoup, surtout quand je travaillais en entreprise. Alors, évidemment, c'est péjoratif, mais c'est pas mon but d'être péjoratif, c'est juste de durcir le trait, mais c'est normal, ok? Donc, beaucoup de développeurs se lèvent, ils prennent les transports ou la voiture, ils vont au bureau, ils font leur travail, ils font leurs tâches. Il n'y a pas de vidéo YouTube, il n'y a pas de Twitter X pour les news, il n'y a pas de LinkedIn. Ils font leur job et ils font leur job très bien. Merci à eux. Il n'y a pas de souci, ok? Voilà, là, il y a Claude Code qui a terminé de travailler. Ok? Ensuite, ils rentrent chez eux et ils dorment. Et c'est la fin de la journée. Moi, en entreprise, 75% des devs étaient comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un petit peu un geek que vous me connaissez sur YouTube à tester des outils, etc. La majorité de mes collègues, ils testent pas d'outils. Voilà, ils implémentent les trucs 30 ans après que ce soit sorti. Ils suivent pas les news de fou. Alors, ils suivent quelques newsletters et ils scrollent un peu sur X, mais ils sont pas là à tester. Ils sont pas actifs dans l'activité. Ils sont plutôt dans l'état spectateur. Et donc, moi, c'était assez dingue parce que quand GitHub Copilot est sorti, par exemple, la majorité de mes collègues n'utilisaient pas l'outil. Ou ils l'utilisaient, mais très brièvement, et personne avait l'idée que c'était quelque chose qui allait se démocratiser. Ils étaient en mode, bon, GitHub Copilot, c'est GitHub Copilot. Les entreprises ont commencé à payer GitHub Copilot à leurs employés en 2024, début 2025. C'est assez dingue de se dire qu'un outil qui t'aide à ce point-là, tu le payes pas avant. Donc, ça, c'est ce que je vois. Beaucoup de développeurs. Et c'est normal, ils suivent pas tout ça. Et t'en fais sûrement pas totalement partie, peut-être une partie d'entre vous, mais... Parce que sinon, tu ne serais pas là à regarder des vidéos sur YouTube. Qu'on soit clair, hein, ça ne serait pas ton activité principale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces développeurs, eh ben, ils avancent à leur vitesse. Ce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils ne sont pas là-dedans, c'est que l'IA avance à une vitesse de dingo. Quand tu vois les news, ça envoie du lourd. Ça, c'est pas que ça remplace les devs, c'est pas tout ça. Hein. Je veux pas utiliser ces mots dramatiques. C'est que ces capacités sont bien plus grandes. Il y a une année, faire ça avec juste une commande et tout qui se fait automatiquement, c'était de la science-fiction. Maintenant, la feature que je t'ai montrée ici, c'est facile. Mais l'IA, elle fait des features bien plus compliquées. Je peux te l'assurer, je peux te le prouver. Donc, ici, c'est un peu le graphite entre les IA actuellement et le dev 9 to 5. Qu'est-ce qui se passe si toi, en tant que développeur, tu utilises l'IA et que tu ne fais pas comme les devs 9 to 5, qui sont la majorité? Et ben, c'est que non seulement tu continues ta trajectoire de dev 9 to 5, donc avec une augmentation X, mais en plus tu prends la puissance que l'IA est en train d'apporter, parce que tu viens utiliser les outils comme il le faut. Et à ce moment-là, toi plus l'IA, c'est l'explosion, c'est arriver directement où tu as envie d'aller, et tu n'as aucun rapport avec un dev 9 to 5, quoi. Alors évidemment, lui, il aura son expérience et tout ce que tu veux, mais toi, tu vas avoir une capacité d'exécution, de réflexion d'une machine de guerre. Et je tiens à dire, il n'est pas du tout trop tard pour maîtriser l'IA. L'IA est ton ami et c'est pas du tout ton ennemi et tu peux l'utiliser pour faire exploser tes compétences, ta capacité de générer du code. Comme les gens ici qui disent, bah voilà, faut pas faire une généralité. Oui, l'IA est un tremplin, mais si tu es dépendant à fond de l'IA, désolé, mais tu n'as aucune valeur. Et dans tous les cas, sur des produits techniques qui demandent plus de réflexion, faire un CRUD et un front-end React affiche 3 boutons. Pardon pour la manière dont j'ai lu ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, ils pensent que l'IA est capable que de faire un CRUD. Or, c'est plus du tout le cas. Utiliser l'IA avec Claude Code et avec un cerveau à peu près branché et avec une vision de développeur, tu fais n'importe quel SaaS. C'est simple. Alors, pas Excalibro, parce qu'Excalibro, c'est compliqué. Mais entre nous, tout ce qui est pure software et pas Ops, Kit pour envoyer des mails, bah ça tu l'envoies. Resend, c'est pas compliqué à faire. Ingest, tu peux le faire aussi. Axiom pour gérer les logs, la même chose. Et toutes les applications que tu peux voir ici, un Stack Overflow, voilà, c'est pas compliqué. C'est compliqué en Ops, mais en software, en génération de code, c'est pas très compliqué. Un T3 chat, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est là. Bien sûr que tu le fais assez facilement. Un dub.co pour gérer les liens, la même chose. Tu peux faire énormément de choses super facilement en étant seul. Une IA mal dirigée, c'est un code qui se répète, pas de consistance et des bugs. Mais une IA bien dirigée et setup par un dev,
et pas par un Michel Weicoder, hein, c'est un code facile. Et moi, l'IA, elle écrit 90% de mon code, mais largement 90%. Et elle le fait avec un code clean, maintenable, et mieux que ce que moi-même j'aurais fait. Bah oui, parce qu'en fait, je lui ai donné tellement d'informations sur la manière dont je fais que généralement, elle le fait très 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 bien. Et personnellement, j'ai créé 3 applications, Paddle, Tally, Save It, Not Now, Lumail. J'ai fait des vlogs où je documente tout concernant le développement de ces applications. Il y a des tests CI/CD, le code est clean. Le code est clean, ça implémente mon expérience, mes librairies, ma stack technique. Et tout ça, c'est écrit à 90% avec l'IA. Donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu attends avant de devenir une machine, un développeur machine qui utilise l'IA correctement? Alors, si à ce moment-là, tu as déjà envie de découvrir quelque chose, dans la description, il y a une vidéo que tu peux retrouver sur mlvsh/pp vidéo comme ceci, qui va te montrer exactement comment tu peux faire avec un plan d'action précis, un blueprint précis. C'est une vidéo YouTube en non répertorié, donc si tu as envie d'y accéder avant que j'enlève le lien, tu peux aller dans le premier lien dans la description pour aller sur mlv.sh/bp vidéo. Je vais te documenter précisément ce qu'il faut faire. Donc, je t'invite tout de suite à cliquer sur ce lien ou à préparer pour te regarder après. Donc, quelles compétences il faut avoir maintenant pour être développeur avec l'IA? La première chose, si tu veux être développeur freelance ou en entreprise, il faut avoir des software dev skills. Ok, donc ça, c'est non négociable. Donc, il va falloir comprendre le thinking process pour créer une app, la résolution des problèmes, savoir rechercher et comprendre les bases algorithmiques. Donc ça, malheureusement, c'est vrai, c'est un non négociable, surtout si tu as envie de travailler en CDI ou dans une boîte, ce qui n'est pas forcément le cas si tu as envie de faire d'autres projets, etc. Mais on va partir sur la majorité d'entre vous qui voulaient faire ça, ok? L'étape 2, c'est build beaucoup pour avoir une vision produit et une haute qualité. Ça, c'est la grande différence dans le futur monde entre les devs seniors qui utilisent l'IA et les devs non seniors. C'est que eux, ils ont une vision produit, ils ont une haute qualité, ils care. Ils ont un truc où ils nous sortent pas des sites comme ça. Donc, nanobanana.ai, voilà, le site qui a été vibe codé par Michel, voilà, tout est horrible. C'est ce qu'on appelle un chat-scène slop, je voyais dans les commentaires. Parce que tu vois, il n'y a que l'IA qui fait des zooms aussi dégueulasses sur les images quand tu over. Voilà. Ici, tu peux voir que c'est des fausses reviews générées. Tiens, il n'y a pas de care. Cette application, elle a été faite sans care. Alors, en plus, ça doit marcher parce qu'il a pris le bon domaine au bon moment. Peut-être qu'il l'avait déjà. Mais voilà, c'est moche. Il n'y a pas de care. Toi, il va falloir que tu développes ce care. Pour ça, il faut créer des applications, tester et publier et itérer rapidement. Ou avoir de l'expérience en entreprise. Personnellement, j'ai travaillé 4 ans en entreprise avec des designers, etc. Ça m'a beaucoup aidé à développer une vision et de comprendre comment créer une application, les features, les machins, footers, tout ce que tu veux. Après, j'ai créé Codeline, j'ai créé plein d'autres SaaS. Ces SaaS-là, ça m'a énormément aidé à avoir cette vision et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Étape 3, beaucoup utiliser l'IA. Et pour ça, il va falloir faire ce que j'appelle un mental shift. En fait, le output que tu as, en général, est défini par tes croyances. Et il y a beaucoup de gens qui ont des croyances de niquer avec l'IA. Et j'avais les mêmes. J'avais exactement les mêmes. J'étais très critique de l'IA si vous regardez dans mes vidéos du passé, hein, d'il y a 1 an, 2 ans. Et donc, c'est la même chose avec d'autres exemples. Par exemple, imagine-toi que tu as un dev, sa croyance, c'est le marché de dev est saturé et c'est impossible d'avoir un job. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Est-ce que tu penses qu'il va trouver un job? S'il a cette croyance fondamentale, qu'il croit à dur comme fer, résultat, il ne va pas trouver de job. Et là, tu te dis, mais pourquoi? C'est pas une croyance qui change. Oui, c'est une croyance qui change. Parce que si tu as cette croyance, tu ne vas pas essayer. Mais il faut être débile pour penser que le marché du dev est mort et qu'il n'y a aucun poste et te faire chier à passer des heures tous les jours à envoyer des emails et tout ça. Ça n'a aucun sens. Tu vas pas être motivé parce que qui a envie de passer des heures si tu sais que de toute façon, il n'y a rien à faire? Tu vas donc faire toutes les mauvaises actions qui vont venir nourrir ta croyance. Donc généralement, tu as une croyance. Cette croyance, elle va t'amener à faire des actions. Ces actions, ils vont t'amener à valider parce que tu vas avoir le résultat que tes croyances pensent. Et ce résultat, il va valider ta croyance et tu vas rester dans cette boucle. Exemple numéro 1, c'était avec ça. L'exemple numéro 2, c'est l'IA ne fonctionne pas et génère du code de merde. Ce qui est la croyance de la majorité des commentaires LinkedIn que je reçois, qui montrent la majorité des devs en entreprise, etc. En ayant cette croyance, le résultat, c'est que l'IA, elle ne fonctionnera pas. Bah oui.
Pourquoi est-ce que l'IA fonctionnera pas? Parce que tu vas être laxiste et tu vas mal formuler tes demandes. Parce que tu vas pas essayer d'optimiser les résultats. Et parce que tu vas te satisfaire de mauvais résultats. C'est ça la vérité. C'est que tu vas regarder les résultats de l'IA et chaque fois qu'elle fait une erreur, bah oui, c'est de la merde, autant le faire moi-même. Et tu vas partir et en fait, tu vas pas du tout avoir une boucle qui valide et qui améliore l'IA, mais tu vas avoir une boucle qui la rend de moins en moins bonne. Donc la même chose qu'on a ici. Maintenant, qu'est-ce que c'est le mental shift? Et comment je vais t'aider à l'atteindre? Le mental shift, c'est de transformer ça, par exemple, ça c'est mes croyances. Avant de coder moi-même une feature, j'essaie toujours avec l'IA. L'IA code toujours les features avant moi. Des fois elle arrive, des fois elle fait la moitié, des fois elle termine, des fois elle fait rien, et des fois c'est n'importe quoi. Et dans tous les cas, j'essaie toujours avec l'IA. Je code plus. À quoi il faut soit aimer fondamentalement coder, ce que j'aime beaucoup, mais il faut soit aimer fondamentalement coder, soit aimer fondamentalement avoir le résultat. Moi, j'aime le résultat, donc j'ai cette croyance-là. Résultat, je me rends compte des fois que j'essaie de faire des trucs, je dis, bon, tu sais quoi, je vais essayer pour voir si l'IA arrive à faire ça. Et là, elle me sort un perfect. Un perfect qui est mieux que ce que j'aurais fait. Et je me dis, ok, l'IA est à ce niveau-là. Elle est plus que ce que je pensais, ok? C'est dingue. Ensuite, deuxième croyance. Si l'IA fait des erreurs, c'est généralement de ma faute car j'ai mal formulé ma demande. Beaucoup de personnes pensent que si l'IA fait des erreurs, c'est parce que le modèle est totalement débile. Alors, ça peut arriver avec certains modèles, si tu utilises GPT-3, mais avec les modèles actuels, ouais, ça arrive, mais si ta croyance initiale, c'est de te dire que c'est toujours de ta faute, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas corriger les problèmes au lieu d'abandonner. Et donc, si on reprend ce schéma avec cette croyance-là, tu vas avoir une croyance qui dit que quand l'IA fait un problème, eh ben, c'est généralement de ta faute et tu le résous. Ensuite, tu as un résultat qui ne valide pas ta croyance. Hein, tu vas avoir des actions et tu vois le résultat et tu te dis c'est étrange, ça marche pas. Et donc, tu vas, vu que tu as cette croyance, faire des actions qui vont améliorer le résultat. Parce que tu vas modifier le fichier, par exemple, tu vas modifier le fichier claude.md, ou tu vas modifier ta demande, ou tu vas utiliser un workflow différent. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, c'est que tu vas avoir le résultat que tu attends. Et l'IA va fonctionner. C'est assez dingue. Ensuite, tu peux te dire, ma croyance, c'est l'IA est capable de réaliser des features de A à Z de manière autonome. Ça, c'est ma croyance. Du coup, je lui donne des tâches de plus en plus compliquées. Exemple, elle a ajouté la virtualisation Bookmark Guide for Better Scroll Performance dans SaveIt.now. Et au début, elle n'a pas réussi. J'ai pas fait ça en une seule fois. Hein. La première fois, échec total. Échec, mais le code était infâme. J'avais envie de l'exploser. Enfin, si Claude était devant moi, je le tabasserais, quoi. C'est évidemment de l'humour. Et ensuite, je me suis dit, ok, on va pas faire la même chose. Parce que la première fois, je lui ai dit juste, implémente une virtual list, entre guillemets, hein, en gros. La deuxième fois, je lui ai d'abord fait une deep search. J'ai fait une deep search pour implémenter, pour trouver la bonne librairie par rapport à mon use case avec un grand prompt pour qu'il me crée une issue. Et je lui ai dit, une fois que tu as trouvé et que tu as vraiment trouvé la gold mine, tu vas me créer une issue qui explique ce qu'il faut faire. Et ensuite, donc l'issue de comment, mais pas précisément. Et ensuite, j'ai lancé un agent, que j'appelle un agent EPCT pour lancer une task, qui a fait la feature de A à Z en 2 shots. J'ai envoyé 2 prompts. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre précisément ça. Ça aurait été impossible si je n'avais pas fait, si je ne lui avais pas dit quelle librairie utiliser, etc. Parce que par défaut, les modèles statistiques d'IA vont avoir tendance à utiliser les mêmes choses encore et encore. Là, vu que je lui ai donné et que dans tous ces trucs-là, je l'ai dirigé au bon endroit, il a eu un résultat de dingue. Et ça a fonctionné. Et donc, j'ai été très, très choqué. Tout ça pour te dire que le point principal, c'est de changer tes croyances. Et pour changer tes croyances, il y a une solution simple, c'est le passage à l'action. Et ça, je l'explique dans la vidéo qui est juste en dessous de cette vidéo. Donc, c'est un lien en non répertorié secret que tu peux retrouver juste ici. BP Vidéo. Donc, dans le premier lien sous cette vidéo, tu vas sur BP Vidéo et tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas voir, j'ai un truc de dingue à te proposer. Pendant une semaine, je lance justement un programme qui va te permettre de changer ses croyances et de maîtriser, de reprendre le contrôle de ces IA et d'arrêter de faire comme les devs 9 to 5 entre guillemets. Et donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Premier lien dans la description. On se dit à bientôt. Merci d'avoir regardé.
J'espère que ça t'a un peu aidé. Et donc, même si tu n'as jamais touché à l'IA, même si tu as l'impression d'être en retard, t'inquiète pas. Tout ça, ça se répare. Et j'espère pouvoir t'aider pour faire tout ça.